faisant visiter le blog. On traite tous les défauts optiques, myopie, hypermétropie, presbytie, principalement la myopie associée ou non à l'astigmatisme en smile. Et quand on ne peut pas faire de chirurgie laser cornéenne, on fait en implant star les ICL, on en reparlera. Donc on a la possibilité de faire les deux ici, on prend zéro risque d'indication sur les lasers. Dès qu'il y a une cornée un peu douteuse ou que la paquille est pas bonne, on switch rapidement sur les ICL quand des super résultats et très peu de risques. L'hypermétropie en LASIK ou en ICL aussi, on reparlera des indications. C'est moins bien connu les traitements de l'hypermétropie. Plein de patients pensent que ça ne se traite pas, en fait on a quand même des bons résultats. Et la presbytie, soit en presbyonde, qui est le logiciel laser associé au LASIK pour traiter la presbytie, ou alors en prélex, qui est l'échange de cristallin avec des implants multifocaux pour la plupart du temps. Je ne sais pas si vous connaissez bien le SMILE ou pas. Donc c'est une chirurgie qui est entièrement réalisée par le laser femtoswand, qui permet de remodeler la cornée, comme toutes les chirurgies laser cornéennes, mais en enlevant un lenticule de cornée, au lieu d'avoir une photoablation, comme dans la PKR ou le LASIK. On peut traiter les myopies et les astigmatismes, bientôt les hypermétropies, mais pour l'instant non. L'avantage du SMILE, c'est comme le LASIK d'être indolore dans les suites, il y a 3-4 heures qui grattent un peu, mais rien d'horrible. On a un respect de la biomécanique cornéenne qui est intéressant parce qu'on le reverra, mais on garde toute la cornée antérieure. On a très peu ou pas de sécheresse oculaire post-opératoire, contrairement au LASIK, parce qu'on garde la cornée antérieure, là où il y a le plexus nerveux, qu'on a très peu d'effet sur le réflexe lacrymal. Et la récupération est super rapide, comme un LASIK. Alors là, il faudrait... Là, on y va direct. Donc ça, c'est une vidéo 3D pour essayer de montrer un SMILE. Donc le laser découpe dans l'épaisseur de la cornée. Il n'y a pas de... Ça, c'est deux plans, un plan profond, un plan supérieur, dans l'épaisseur de la cornée, correspondant forcément, le lenticule correspond à la correction enlevée. Une incision cornéenne jusqu'à la surface de la cornée qui permet d'aller retirer le lenticule qui était réalisé par le laser. Et donc on a juste cette toute petite incision, contrairement au LASIK où on avait un flap complet, une incision qui cicatrise en 3-4 heures. Donc ça c'est aujourd'hui notre technique préférentielle pour la myopie et l'astigmatisme. Donc le LASIK, voilà, vous connaissez certainement. Avec le laser, le même laser, Visumax, qui nous permet d'avoir des découpes très précises, et le MEL 90, qui est un laser excimer très précis et rapide, avec un eye tracker qui permet de suivre l'œil. On peut traiter tout, myopie, astigmatisme, hypermétropie, presbytie. L'avantage du LASIK, vous savez, c'est la rapidité de récupération visuelle et son caractère quasi indolore dans les suites. En fait, c'était sûrement une animation du LASIK, mais comme vous savez tous ce que c'est, donc une image pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Dans le SMILE, le lenticule est vraiment dans l'épaisseur de la cornée, et on garde le premier tiers de la cornée qui représente 40% de la résistance biomécanique. Donc l'affaiblissement, si on peut dire, de la biomécanique cornéenne après un SMILE est réduite par rapport à une PKR ou un LASIK. Et on respecte le plexus des nerfs cornéens, donc on a en théorie et en pratique beaucoup moins de sécheresse oculaire post-opératoire par rapport à ce qu'on peut l'avoir avec d'autres chirurgies. Pour revenir sur cet aspect un peu de biomécanique, si on représente le pourcentage de tissu cornéen qui reste intouché en abscisse et la force de tension maximale du tissu, et on compare les trois techniques. Pour la même correction, on va voir qu'en PKR, en gros, on diminue la force de tension, la résistance cornéenne de 25%, voire même 30%. En LASIK, de 40%.
Et en smile, on va être entre 15 et 20%. Donc le smile, en traitant la cornée qui a le moins de résistance biomécanique, nous permet d'avoir des corrections optiques plus importantes parce que par rapport au LASIK, on affaiblit moins la biomécanique cornéenne. C'est à peu près clair? Les ICL, qui n'a jamais vu d'ICL? Bon, super. Hein, si, okay. Donc ce sont des implants en collamère, c'est un mélange de collagène et de polymère, comme vos lentilles de contact, mais qu'on insère dans le sulcus, en avant du cristallin et derrière l'iris, ce qui nous permet de corriger toutes les corrections optiques, myopie, hypermétropie, astigmatisme. Ça, c'est le coupe en OCT. Hein. On voit que l'implant est en avant du cristallin. Il faut garder ce qu'on appelle un vaulting de sécurité, un espace entre l'implant et le cristallin, autour de 500 microns, pour être sûr de ne pas développer de cataracte. Et les études montrent que ces implants implantés de façon correcte n'induisent pas de cataracte, hein, qui pourrait être le risque qu'on craindrait. Si c'est bien fait, il n'y a pas de cataracte induite chez les patients avec ces implants. L'avantage, là aussi, c'est complètement indolore post-opératoire, parce que c'est juste une petite incision de 2 mm pour glisser la lentille, donc ça cicatrise super vite. La récupération est super rapide, il y a zéro phénomène cicatriciel. C'est comme vos lentilles de contact. Les patients d'ailleurs ont l'effet waouh qu'ils ont en lentilles. Hein, c'est assez impressionnant. Et il n'y a pas de risque de sécheresse oculaire, forcément, puisqu'on, pour le coup, on ne touche pas le plexus nerveux, et encore moins de risque d'ectasie de cornée, évidemment. Donc c'est vraiment un outil pour la correction des myopies qu'on utilise vraiment avec plaisir. Et souvent, dès qu'on ne peut pas faire un laser, soit parce que la correction est trop forte, tout court, soit peut-être trop forte pour l'épaisseur de la cornée résiduelle, soit parce qu'on a des doutes sur la présence d'un kératocone fruste, ou même si le patient a des yeux qui ont déjà une sécheresse oculaire, une dystrophie des glandes de Mévonus trop évoluée, on se dit, bah, là quand même en laser, ça va être compliqué pour le patient, on passe directement en ICL, ce qui nous permet d'avoir des résultats plus faciles. Donc ça ressemble à ça, une lentille, et vous allez voir une petite animation. C'est des lentilles qui sont super souples. On la glisse donc en arrière de l'iris. On peut les changer, hein, si la correction changeait, c'est assez facile à changer. Bon, c'est une animation pour les patients, c'est assez simple, mais là, normalement il y a une voix off qui vante tous les mérites maintenant, et qui en parle comme comparaison au laser, en insistant sur un point important, c'est que ce n'est pas un choix par défaut, c'est vraiment un vrai choix, la lentille intraoculaire. C'est pas ah mince, je peux pas avoir de laser, tant pis, je mets l'implant. C'est vraiment une autre solution qui trouve sa place dans l'arsenal, mais il commence à y avoir des cliniques dans le monde où les chirurgiens ont arrêté le laser et font que des lentilles intraoculaires. Au Japon, en Espagne. Donc c'est vraiment cette lentille existe depuis 30 ans. Hein. C'est vraiment pas quelque chose qui est de nouveau. Donc le recul est important. Et on doit l'enlever quand on fait une opération de cataracte. On l'enlève en même temps que l'opération de la cataracte, on nettoie le cristallin, on met un implant dans sa cristalline, effectivement. Mais ça ne gêne pas pour faire la biométrie, c'est la bonne nouvelle. C'est complètement transparent et il n'y a pas d'artefact. Bon, on s'était posé la question, mais il n'y a vraiment pas de perte de précision du calcul. Je crois que on a compris. Le prélex, donc c'est une technique par implant pour traiter les presbyties quand on ne fait pas du laser pour la presbytie. La plupart du temps, on fait du laser en première intention, le presbyonde, mais pareil, lorsque l'indication n'est pas bonne, on passe rapidement sur le prélex, ou quand les patients sont un peu plus âgés, qui n'ont pas vraiment de cataracte proprement dite, mais que le cristallin se modifie ou en train de se modifier, c'est le moment de nettoyer ce cristallin et de mettre un implant multifocaux pour la plupart du temps. On peut traiter tous les défauts optiques, bien sûr. Et là aussi, c'est très peu douloureux et la récupération est assez rapide. Ça, je pense que vous avez peut-être déjà vu. Qui n'a jamais vu de prélex de patient
opéré pour la presbytie en implant. Vous en avez déjà croisé? Oui, normalement. Pour l'implant multifocal, on connaît les cercles de diffraction. Hein. Les résultats rapidement de toutes les techniques. Sur les smiles, on a des très bons résultats sur la vision de loin et de près aussi, avec une sécurité qui est absolue. On n'a pas de perte de ligne. Hein. Donc, la perte de ligne, c'est que si jamais il reste une petite correction optique, on la met en place et on compare par rapport à l'acuité visuelle préopératoire. Et on ne perd pas de ligne d'acuité visuelle. Parfois, on en gagne. La stabilité et la prédictibilité est super bonne, quel que soit le degré de la myopie. Ça, c'était pour montrer un vrai smile en vidéo. Ça vous intéresse? Alors, on laisse. Alors, c'est avec une énergie faible parce que c'est un peu on a été précurseur quand même dans le monde entier sur l'amélioration des résultats en smile en utilisant une énergie très faible. Le laser a été vendu avec des utilisations d'énergie forte et dans le monde entier, des gens disaient, et peut-être vous avez entendu, le smile, ça met du temps à récupérer, c'est plus long que le LASIK, choses comme ça. Et on a découvert qu'en utilisant des énergies juste au seuil de plasma, c'est-à-dire le minimum qui fait le claquage optique, on avait une amélioration des résultats extraordinaires et sur des vitesses de récupération très très rapides et une absence de perte d'acuité visuelle. Et on voit à peine les bulles de cavitation. Peut-être vous avez déjà vu des images de smile où c'est tout blanc, on voit plein de bulles. Et là, c'était pour montrer qu'avec une très faible énergie, on arrivait à découper ce lenticule. Donc dans la chirurgie, il faut identifier les deux plans au début, le plan supérieur et le plan inférieur. Dans la vidéo, c'était plus rapide parce qu'il ne montre pas la phase où il faut libérer quand même les petits ponts qui peuvent rester entre les bulles de cavitation. Donc là, il faut s'assurer que tout est découpé. Ça, c'est le plan supérieur. Puis le plan inférieur. La différence est de 15 microns au moins entre le plan supérieur et le plan inférieur. Donc il faut trouver le plan, c'est un coup de main à prendre. Mais bon, au bout du 3 millième, c'est plus spectaculaire. Hein. On a l'impression de faire prélasser. Et ça, c'est le lenticule. C'est bon, ils sont faits. C'est le lenticule qui est enlevé. Voilà, c'est rapide. Hein. Les ICL, des super résultats. Alors, on a des acuités visuelles à 10 dixièmes un peu plus faibles parce que dans le temps, on a des amblyopes, comme on a des moins 15, des moins 18. Ça biaise un peu les résultats de l'acuité visuelle. Mais on a quand même 56% qui ont 12 dixièmes et demi. Ça, on a mieux qu'en laser, je pense, en ICL sur les acuités visuelles maximales. Et pareil, pas de perte de gain de l'acuité visuelle, mais une moitié des patients qui gagnent les acuités visuelles. Et c'est intéressant pour les gros myopes qui, un peu comme en lentille, hein, quand par rapport à leurs lunettes, tiens, on gagne. Et là aussi, on gagne vraiment des acuités visuelles intéressantes. Sur le LASIK hypermétrope, des bons résultats, mais effectivement un petit peu moins bien aussi que chez les myopes, parce que aussi, il y a des urobliopes dans l'histoire. Souvent un des deux qui est moins fort et qui biaise un peu les statistiques, mais ce qui est important, c'est qu'on trouve un petit peu de perte de l'acuité visuelle chez les hypermétropes, parfois par la baisse de magnification quand même. Une ligne, c'est pas considéré comme statistiquement significatif. Dans les études de FDA, ils tolèrent jusqu'à 5% de perte de 2 lignes. Donc, bon, même la marge. Les ICL, que ce soit sur les hypermétropes ou les myopes, les résultats sont excellents aussi. Le concept de la presbytie, du presbyome, c'est pour montrer qu'on crée une augmentation de profondeur de champ. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on peut faire avec une bascule où on a un peu du mal à des fois mettre de loin, de près, dans toutes les distances. Sur le presbyome, en fait, il y a une augmentation de la profondeur de champ en traitant les aberrations sphériques. Avec la plateforme, on mesure les aberrations sphériques préopératoires du patient. Et en fonction de ces aberrations optiques sphériques préopératoires, le logiciel va calculer et induire des aberrations spécifiques
qui sont ni trop peu ni trop importantes pour ne pas dégrader la qualité visuelle, afin de pouvoir avoir un champ de vision étendu, mais on ne peut pas faire de loin, comme vous le savez, à la vision de près, sans augmenter trop les aberrations sphériques, sans créer une dégradation de qualité visuelle. Il y a des traitements laser qui, on peut, en jouant sur le facteur Q, induire des grosses modifications, mais on a des risques de baisse de qualité visuelle. Donc celui-là est maîtrisé et bloqué pour ne pas dépasser une certaine quantité d'aberrations sphériques. Mais du coup, on est quand même obligé de créer une micro-monovision pour compenser cette absence de vision de loin après qu'on ne veut pas avoir pour ne pas prendre de risques. L'intérêt du Presse-Beyond, c'est qu'on n'a pas de risque de dégradation de la qualité visuelle, contrairement à d'autres traitements de la presbytie qui ont été faits tout début, où il y avait des traitements décentrés, ou des toutes petites zones centrales, ou des zones périphériques. Là, c'est vraiment quelque chose de doux dans la modification de la cornée. Il est dit asphérique non linéaire sur la modification des aberrations sphériques. Il n'y a pas de grosses cassures qui induisent soit des images fantômes, soit des dédoublements, soit des pertes de contraste. Donc le principe, c'est ça. Et les résultats sont plutôt bons, avec des visions et de loin et de près, quel que soit le défaut optique assez intéressante. On ne peut jamais jurer que le patient n'aura pas une toute petite paire de lunettes pour voir les panneaux, pour conduire, ça dépend un peu. Et on ne promet pas qu'on puisse mettre le fil dans l'aiguille dans le noir, mais on a quand même un gain de qualité de vie pour beaucoup de patients qui est intéressant. Bien sûr, il y a des choses qui sont trop petites, hein, de loin ou de près, mais ça change quand même la vie. La sécurité est excellente, hein, c'est ça dont je parlais, il y a 0,8, il n'y a pas de perte de meilleure acuité visuelle. Au pire, si on remet des petites lunettes, eh ben, on voit tout ce qu'on voyait avant. Il n'y a pas de risque optique dans ce traitement de la presbytie, contrairement à plein d'autres méthodes laser qui existent. Et c'est ça qui est difficile quand on ne connaît pas, ou les patients ne connaissent pas, ou des ophtalmos ne connaissent pas la chirurgie réfractive, parce qu'on a vu un patient opéré en presbytie laser qui ne voit plus rien et on ne sait plus quoi faire, et on met tout dans le même sac. Pareil pour les implants multifocaux, il y a des implants qui marchent moins bien que d'autres, vraiment, hein, il y a des marques, on ne les citera pas, mais il y a des marques qui marchent moins bien que d'autres et d'autres qui marchent mieux. Et on a tous vu un patient qui n'est pas content avec un implant multifocal, qui ne voit pas bien, et même avec des lunettes, on n'arrive pas à le rattraper. C'est des mauvais implants. Et pareil, sur les traitements laser, il y a des systèmes de correction laser qui marchent quelquefois, parfois un peu moins, et des fois qui ont des résultats catastrophiques. Avec le Presse-Beyond, on n'a pas ce risque de dégradation définitive de la correction visuelle sans possibilité de corriger. C'est vraiment le point intéressant du Presse-Beyond, c'est son absence de risque grave sur les hypermétropes aussi, on a des bons résultats. Et les hémétropes, donc les myopes, les hypermétropes, les hémétropes sont aussi traitables, et c'est même ceux sur lesquels on a les meilleurs résultats, parce que c'est ceux qui ont le moins de défauts optiques de base, et donc les plus faciles à prévoir et à calculer, et souvent ils ont des super acuités visuelles préopératoires, les hémétropes, donc forcément l'acuité visuelle post-opératoire est statistiquement meilleure. Donc parfois on attend que les hémétropes ne sont pas opérables, oui. Je ne sais pas les idées que vous aviez dessus, on en reparlera. Hein. La presbytie, pareil, des résultats à peu près équivalents finalement au Presse-Beyond avec des implants multifocaux, et des techniques bien sûr plus invasives, hein, donc qu'on réserve toujours en seconde intention. Pour passer vite, on fait un bilan opératoire vraiment complet, parce que, comme je répète souvent aux patients, les complications n'arrivent pas par hasard. On fait signer une feuille de complications, il y en a 50 écrites dessus, mais ça n'arrive pas par hasard. J'allais dire, c'est pas comme sur la route, et même sur la route, ça n'arrive pas par hasard. Si on a tout vérifié avant, si on a un protocole opératoire strict, un protocole de suivi strict, on a limité beaucoup de choses. Mais il faut tout dépister avant, toutes les pathologies. Ça peut être du plus simple, la dystrophie des glandes de Bévolus, mais qui vont vraiment changer les suites. Bien sûr, le kératocone, bien sûr, un déficit endothélial, si on doit être dans l'œil, bien sûr, un glaucome, bien sûr. Plein de choses qu'il faut vraiment dépister avant de se lancer dans une chirurgie réfractive, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, que ce soit des diagnostics ou des super opératoires, parce que suivant les analyses
du bilan pré-op, on va pouvoir adapter nos techniques et nos réglages du laser. On y reviendra, mais plein de patients pensent que c'est le laser qui fait tout. Non, on n'en est pas là. Et loin. Donc bien sûr, l'analyse de l'acuité visuelle, au centième de dioptrie près. La sensibilité au contraste, qui est très importante pour nous, tous les patients, on le fait avant, après. Parce que pour indiquer une chirurgie, par exemple en implant multifocaux, si c'est un patient qui a déjà des mauvaises sensibilités au contraste, on ne va pas lui mettre des multifocaux puisque ces implants divisent la focale. Donc on ne s'attend pas à un bon résultat si la sensibilité préopératoire n'est pas excellente, par exemple. Et post-opératoire, ça nous permet de vérifier qu'on est toujours dans les clous, que nos traitements sont bons, qu'on ne dégrade rien. La surface oculaire, hein, bien sûr, on pourra en reparler des heures, mais très très importante pour les résultats. Les topographes, indispensable. Hein. L'avéromètre, indispensable, pareil, parce que si on veut parler de qualité visuelle, il faut parler d'avérométrie, l'analyser avant, après. Pareil, sur un multifocal, si c'est une cornée qui a plein d'aberrations optiques, on sait que ça ne marchera pas. Un patient qui vient de se faire opérer, qui a déjà été traité, on fait beaucoup de retraitements de patients qui ont déjà été opérés ailleurs, ou il y a longtemps, ou qui viennent chercher un autre avis parce qu'ils ne sont pas bien. On est obligé d'analyser cette qualité visuelle, notamment grâce à la l'avérométrie, pour comprendre de quoi se plaint le patient, parce que si on le fait juste lire, bon, on voit 10 dixièmes faibles, on dit bon, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis quand on voit les aberrations optiques, du coma, du trifol, du machin, quand il nous explique ce qu'il voit, on fait oui, je sais, je vois, je comprends, et du coup ça nous permet par des traitements adaptés, avec le topographe, d'essayer de corriger, puisque la topographie va dépister les zones les moins intéressantes réfractivement, et on pourra guider le traitement réfractif par la topographie pour réparer ces mauvais résultats. Alors ça se fait au moins en 2 fois, hein. C'est pas du premier coup. Quand je dis au moins 2, il peut y avoir 3, hein. C'est écrit dans la phrase. Hein. Mais en plusieurs traitements, on arrive à réparer bien souvent. Voilà. Des fois, on arrive à des limites, hein, mais l'OCT, super important pour l'évaluation du mapping épithélial, pour le dépistage des keratocones, ça nous aide, pour le suivi des épaisseurs cornées, et pour toutes les reprises aussi, pour voir où se trouvent les interfaces, pour planifier nos traitements. On ne peut pas travailler sans OCT. Bien sûr, on analyse la partie postérieure. L'HD Analyzer, en 2 mots, ça permet de quantifier donc, la diffusion optique, la lumière qui n'est pas focalisée au centre. Et il y a un index qui s'appelle Ocular Scattering Index qui nous donne la proportion d'énergie bien focalisée par rapport à l'énergie totale, par rapport à l'énergie diffusée en dehors de la focale. Il y a des pathologies qui diffusent beaucoup, la cataracte, la sécheresse oculaire aussi, et ça nous donne un index pareil de qualité visuelle pour évaluer par exemple nos résultats de laser, pour évaluer nos implants de multifocaux. C'est vraiment un outil indispensable à l'analyse objective de la qualité visuelle, et c'est presque un des seuls, avec la vérométrie, un des seuls éléments qui nous permettent d'avoir une analyse objective du faisceau optique. Hein, ce faisceau est projeté sur la rétine et récupéré. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une évaluation sans la réponse du patient. Non pas qu'on ne le croit pas, mais on aime bien quand ça corrèle. Le spéculaire, hein, bien sûr, indispensable. Le biomètre, hein, pour les calculs d'implants. Et ça, c'est donc des images de glandes de Mégomus, avec des stades les plus communs et les plus faciles. Indispensable pour tous les patients en préopératoire, parce que on a souvent entendu l'opération de la myopie rend les yeux secs. En fait, pas tant que ça. Hein. Ça diminue un peu la quantité de l'arbre, ça diminue un peu la réponse de la glande lacrymale par la diminution du réflexe sensitif cornéen. Mais ce qui est super important, c'est la qualité lacrymale, c'est la quantité de lipides dans les larmes. Et si on diminue un peu la quantité, mais que la qualité est parfaite, que les lipides sont bons, il y a 0 signe de sécheresse oculaire après une chirurgie réfractive.
souvent, les patients ont des stades évolués, notamment, désolé, à cause des lentilles de cornée, des lentilles de contact, qui, par frottement ou inflammation, on ne sait pas exactement, réduisent le nombre de glandes de Meibomius, de façon que le clignement est incomplet. Les patients ont l'habitude de mettre leur lentille de contact, qui fait pansement, donc il n'y a pas d'évaporation. Et quand on les opère, ils n'ont plus de lentille de contact. Et là, ils se retrouvent avec leur œil à l'air libre, avec le vent qui vient sur l'œil, et avec l'atmosphère qui déshydrate. Et du coup, ils se plaignent de sécheresse oculaire qui, en fait, ils avaient avant. Nous, on leur demande d'enlever les lentilles 2-3 semaines avant pour être sûr des topographies. Pendant le temps lunette, ils commencent à dire « Ah ben oui, là ça pique hein, en ce moment et tout. » Et oui, c'est ça la vérité. Donc on associe à chaque fois un traitement des glandes de Meibomius aux chirurgies réfractives, ou parfois on leur indique pas de laser quand on sait que ça va être compliqué pour eux, et d'où la place des implants, des choses comme ça. Donc c'est presque plus important que le dépistage du kératocone. Parce que 100 fois plus fréquent, 100 fois, 1000 fois plus fréquent. Bien sûr, l'analyse du fond d'œil. Et, ah oui, ça c'est un cas qu'on a rajouté intéressant pour dire qu'il faut faire tous les examens et tous les corréler. Celui-là, la topographie cornéenne, bon, on peut se dire tiens, c'est bizarre quand même, mais si on regarde l'indice, il dit bon, astigmatisme, ok. Si on regarde la face postérieure, il y a une petite élévation. Mais pareil, les indices, alors vraiment, vas-y, fonce, pas de souci. Par contre, si on regarde le mapping épithélial, là, il n'y a plus de doute, il y a un amincissement vraiment en rapport à l'élévation de la face postérieure qui cache l'élévation inférieure de la cornée. Si on enlevait l'épithélium et qu'on faisait la topo, le kératocone apparaîtrait vraiment clairement. Donc, d'où l'intérêt de faire tous ces examens et de les corréler. Donc, en conclusion, tous les patients peuvent bénéficier d'une chirurgie réfractive. Il suffit de trouver la bonne méthode, laser, implant, cross-linking. Hein, un patient qui a un kératocone, on peut faire un cross-linking et une photoablation qui permet de régulariser au moins la cornée, même si on ne peut pas tout traiter, qui permet de les adapter en lentille souple après, ou même en lunettes. Donc on arrive vraiment à régulariser ces kératocones, pas celui qui nécessite une greffe de cornée parce qu'il a 20 dioptries d'astigmatisme, mais on arrive vraiment à proposer une solution adaptée à chaque patient. Effectivement, les contre-indications opératoires, du coup, sont très rares, et la réussite de la chirurgie dépend de la bonne indication au-delà du geste, qui doit être réalisé effectivement le plus parfaitement possible. Et le laser ne fait pas tout. C'est vraiment aujourd'hui, je ne sais pas si vous rencontrez des patients qui en parlent, mais vraiment une croyance fréquente où on dit, mais de toute façon, c'est le laser qui fait tout. Des fois, on me demande si je serai dans la salle, hein, et j'ai l'impression qu'il me dit, mais il y aura quelqu'un avec moi, il y aura une infirmière avec moi pour le laser. Oui, il y a une infirmière, oui. Mais pourquoi vous voulez savoir s'il y a une infirmière? Bon, bah, parce que je ne serai pas tout seul au moins. Ah oui, on part de loin. Et donc, vraiment, les patients pensent que le laser fait tout, et non. Et on a des grosses différences en fonction des lasers, déjà, parce que le laser, entre le laser qui était il y a 20 ans et qui existe encore hein, dans Lyon, et le laser actuel, eh ben, ce n'est pas les mêmes systèmes de sécurité, les mêmes photoablation. Entre le femtoseconde qu'on a là, le Visumax, qui est précis au micromètre près, et les premiers lasers femtoseconde qu'on a utilisés, qui étaient bien, mais qui n'étaient pas les mêmes, mais qui maintenant sont dans tous les centres low cost, parce qu'ils sont moins chers, hein, forcément. C'est des résultats différents. Et l'utilisation des lasers, malheureusement, se font pas, parce que toute seule, il y a une réelle expérience du chirurgien. C'est un outil en fait, et pas un robot, pas encore. Peut-être ça arrivera, mais on n'est pas là. Voilà, je m'arrête là. Je pense qu'on pourrait parler toute la soirée de chirurgie réfractive, mais une autre fois, hein, pour regarder. Si vous avez des questions, je suis tout oui. À chaque fois, on corrige à 100%. À chaque fois, on corrige à 100%. Ben non, on essaye, mais parfois il y a des résidus de réfraction. Entre 30 et 40 ans, on ne corrige pas. Ah, on essaye. Est-ce qu'on est, j'ai pas compris. Est-ce qu'on vise
Alors oui, on corrige à chaque fois à 100%, mais on va discuter à partir de... J'aimerais bien discuter à partir de 40 ans, mais les patients ne veulent pas l'entendre, d'un traitement préventif de la presbytie par le presbyome. Et on essaye souvent de leur dire 40, dans 5 ans, de près ça va être dur. 40, ils voient bien, il n'y a pas de souci. 43, 44, 45, ça marche encore. Ça va pas durer, ça va pas durer, je le sais. Le serpent qui les a mordus me court après. Donc on discute de ce traitement, mais très peu sont ceux qui arrivent à anticiper l'histoire et quand même il y a cette micro-monovision. Donc s'il n'y a pas d'effet bénéfique, ils ne comprennent pas bien pourquoi il y a un œil qui est encore un peu myope. Donc c'est difficile de faire préventivement. On y arrive, c'est les patients les plus attentifs à ce qu'on dit, et du coup on est content de pouvoir les traiter préventivement de la presbytie. Mais sinon on vise plutôt la correction totale, parce que sinon la satisfaction du patient n'est pas optimale et vraiment ils ne comprennent pas. Donc en gros c'est soit correction optimale en smile par exemple, soit on dévie sur un presbyome pour augmenter la profondeur de champ, mais plutôt quand il y a un début de presbytie. Même un tout petit début, il faut que le patient se plaigne un petit peu de sa vision près, sinon on a des échecs de satisfaction très souvent. Ça répond à la question. Ouais. Et par contre, on peut retraiter de presbytie quelqu'un qui a déjà été traité de myopie. On les informe, on leur dit là, ok, vous ne voulez pas, mais dans 5-6 ans, il faudra reporter des visions de près ou vous faire réopérer. Voilà. Ce qui est important, c'est l'information. Il faut qu'il n'y ait pas de déception. Sur le smile, vous avez déjà vu des patients avec des smiles de... Non. Bon, lui, il est content. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de patients qui se sont fait opérer et qui ne savent pas forcément... De quoi et forcément la technique qu'ils ont eue en fait. Tout ce qui les intéresse, c'est le résultat. C'est vrai, et même avant, ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils vont avoir. Exactement. Et parfois, ils sont un peu surpris quand il reste une semaine au lit, ou de plus en plus, inversement, le lendemain, les patients nous disent « Mais j'ai pas eu mal, Oui, mais j'y vois, Oui. Non, mais mon copain, moi, ça lui a fait mal 3 jours, il n'a rien vu pendant une semaine, et oui, ça c'est une autre technique. Mais je vous l'avais dit, vous pourriez travailler le lendemain. Ah non, mais je ne vous croyais pas. Et on vit ça de plus en plus, il y a une espèce de retour de la PKR, qui n'est pas ma technique favorite, à cause des suites, à cause du plexus nerveux qui est bien ablaté, à cause du mapping, les mappings épithélium, la régularité de l'épithélium après les PKR, c'est pas terrible. Donc c'est pas là où on a les meilleurs résultats, mais ça revient en force parce que plein d'ophtalmos pensent qu'on peut faire des PKR sur des cornées douteuses, comme ils disent. Quand ils ne savent pas analyser une cornée, ils disent qu'elle est douteuse. Je ne sais pas trop exactement encore médicalement ce que ça veut dire, mais bon, ça veut dire qu'ils ont peur qu'il y ait un kératocone. Et ils pensent que si on fait une PKR, il n'y aura pas d'ectasie. Mais si on enlève du tissu, il y a un risque d'ectasie tout le temps. Il n'y a pas de doute. Et donc cette PKR revient, puis techniquement, bon, c'est pas le plus dur. Et encore une fois, les coûts engendrés sont minimes. Donc ça permet de faire un peu de la chirurgie réfractive low cost qui se développe dans des centres opticiens concurrents et d'autres. Je pense qu'ils doivent faire pareil avec les lunettes. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup de patients. Aucune idée. Je pense que oui, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent que le prix, qui comprennent rien, comme on dit, ils ont eu laser, c'est pas la technique. Donc je pense qu'ils font de la pub partout dans les boîtes aux lettres. Je suis sûr que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres une publicité de ça, ce qui est un peu énervant. Ça doit vous énerver pareil que moi, je pense. Ouais. Je pense qu'on doit avoir la même réaction face à ça. Il y en a qui vont décider demain de se faire opérer et qui ont plus urgent. Ouais, voilà. Après, heureusement, pas que. Heureusement, on a aussi des patients intelligents qui réfléchissent et qui comprennent et qui font la part des choses, heureusement. Il en faut pour tout le monde. Pas d'autres questions. Les ICL, ouais, donc c'est clair. La presbytie, est-ce qu'il y a un âge plus... Non, on peut opérer quel que soit l'âge, à peine débutant, voire même un peu avant, si on arrive à faire comprendre. Et après,
après, quelques même très vieux. Alors, quand il y a une cataracte, on va plutôt faire des implants multifocaux. Mais en laser, on arrive vraiment à faire quelque chose de préventif. Les résultats sont assez stables. Les hypermétropes, parfois un peu jeunes, vont bouger un petit peu, mais on peut retraiter. L'hypermétrope opéré à 47, c'est possible qu'on le réopère un peu à 55, mais du moment qu'il est averti, ça se fait très bien. Encore une fois, c'est vraiment dans l'explication. 47 ans, je suis hypermétrope, j'ai plus 2, possible qu'à 55, il faille refaire quelque chose. Mais du moment qu'on le sait, après ça se refait bien. C'est ça, on ne peut pas jurer qu'il n'y aura plus d'autres chirurgies dans le temps. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, et ben on va aller. Merci beaucoup. Merci. Merci.